Bonjour et bienvenue à nouveau sur Code Bloodfield. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des histoires vraies les plus sombres et troublantes que nous révélons chaque semaine. Imaginez ceci, dans une ville tranquille d'Australie, un vieil homme aux cheveux blancs, à la voix douce, marche lentement sur le trottoir. Il a travaillé dans des écoles, souriait chaleureusement aux enfants, et tout le monde lui faisait confiance. Puis, une affaire horrible datant de 1970, le meurtre de deux jeunes filles innocentes, est soudainement rouverte près de 30 ans plus tard. Des indices, autrefois considérés comme des impasses, commencent à pointer dans une direction troublante, vers un homme que personne ne soupçonnait. Cette affaire ne fait pas que secouer la confiance du public dans le système judiciaire, elle nous pousse tous à nous poser une question. Combien de prédateurs vivent parmi nous, totalement inaperçus? Arthur Stanley Brown est né en 1912 dans le Queensland, en Australie. Pour ses voisins et sa communauté, il ne semblait être rien d'autre qu'un homme âgé tranquille, doux et même un peu timide. Électricien retraité menant une vie apparemment sans histoire, rien chez lui ne suscitait d'inquiétude. En fait, beaucoup le considéraient comme digne de confiance. Même dans ces dernières années, il visitait parfois des écoles pour des travaux d'entretien, car il avait autrefois été technicien des travaux publics dans des écoles primaires. Ce poste lui donnait accès aux jeunes élèves, mais personne ne voyait cela comme suspect. Les enfants le trouvaient sympathique, les adultes, respectable. C'était le déguisement parfait. D'un point de vue psychologique criminel, les individus les plus dangereux sont souvent ceux qu'on ne remarque pas. Les prédateurs intelligents savent se fondre dans la société, en respectant la loi, en adoptant une apparence bienveillante. Cela leur laisse plus de temps, plus de liberté, et plus d'opportunités pour commettre leurs crimes sans éveiller de soupçons. Pendant des années, personne dans la petite ville de Townsville ne s'inquiétait de ce vieil homme aux cheveux d'argent. Et c'est justement cela qui rend l'affaire encore plus troublante. Car c'est peut-être cette confiance aveugle qui a permis de dissimuler l'une des affaires les plus sombres de l'histoire australienne pendant près de 30 ans. Le matin du 26 août 1970, à Townsville, deux jeunes sœurs, Judith, 7 ans, et Susan Mackay, 5 ans, quittent la maison pour aller à l'école, comme n'importe quel autre jour. Le trajet est court et familier. Mais cette fois, elles ne reviendront jamais. La police est alertée dans la soirée. Toute la ville se mobilise pour une recherche frénétique, fouillant quartiers et zones boisées avoisinantes. 2 jours plus tard, leurs corps sont retrouvés dans un lit de ruisseau asséché à près de 25 km de là. Visages meurtris, vêtements en désordre, et signes évidents de violence racontent une histoire terrifiante. Les mots peinent à décrire la cruauté du crime. Le lieu d'abandon isolé indique un esprit calculateur, probablement quelqu'un qui avait soit déjà commis un tel acte, soit planifié cela en détail. Ce n'était pas un acte aléatoire, c'était méthodique. La scène n'offrait que peu de preuves. Aucun témoin clair. Certains habitants ont mentionné avoir vu une voiture verte suspecte avec des portières dépareillées dans les environs, mais personne ne pouvait fournir de détails précis. Le tueur avait effacé ses traces avec soin. L'enquête se fige rapidement. Pas d'ADN, pas de caméra de surveillance, aucune piste solide. La justice échappe entre les doigts de la communauté. La famille Mackay est anéantie. Et petit à petit, la ville accepte une vérité terrible, le coupable ne sera peut-être jamais arrêté. Les crimes contre les enfants brisent l'âme d'une communauté. Ce qui rend cette affaire encore plus glaçante, c'est qu'elle s'est produite en plein jour, dans un endroit supposé sûr. Et l'auteur? Toujours en liberté, vivant sa vie comme si de rien n'était. Près de 3 décennies passent. L'affaire des sœurs Mackay s'efface lentement de la mémoire collective. La société évolue, la technologie progresse, mais la douleur de la famille demeure, une blessure que le temps ne guérit pas. Puis, au milieu des années 1990, un rebondissement inattendu survient, non pas grâce à la police,
mais au sein même de la famille élargie d'Arthur Stanley Brown. Une femme, parente de l'épouse de Brown, se présente avec une accusation troublante. Elle affirme que Brown l'a agressée sexuellement durant son enfance. Son témoignage est précis: lieu, comportement, traumatismes émotionnels. Mais ce qui sidère les enquêteurs, c'est à quel point son récit ressemble aux détails de l'affaire Mackay de 1970. En psychologie criminelle, les prédateurs sexuels agissent rarement une seule fois. Leurs actes suivent souvent des schémas, escaladant en violence et en sophistication. Quand les souvenirs d'une victime ressurgissent, ils peuvent devenir la clé manquante d'une affaire classée. Grâce à ce témoignage, la police rouvre le dossier. Et ce qu'ils découvrent est glaçant: Brown ressemble de manière frappante au portrait robot établi en 1970 à partir de témoignages. Même taille, corpulence, démarche, et même détail, une vieille voiture aux portières dépareillées. Un témoin survivant de 1970, désormais adulte, reconnaît immédiatement une photo plus jeune de Brown. C'est lui. Les registres montrent que Brown avait accès à la zone lors de la disparition des filles. Il travaillait pour le département des travaux publics, intervenant dans les écoles du secteur. Il circulait souvent dans les cours d'école primaire, soi-disant pour vérifier les installations électriques. Sa présence ne suscitait aucun doute. Il portait l'uniforme. Il y avait un badge. La confiance de la société envers l'autorité peut être dangereuse. Un uniforme, un titre officiel, voilà un camouflage parfait pour les prédateurs. Brown ne manipulait pas seulement les systèmes, il manipulait la croyance, l'idée que quelqu'un de familier ne peut pas être coupable d'atrocités. En 1998, Arthur Stanley Brown, âgé de 86 ans, est arrêté. La nation est choquée. Un vieil homme frêle aux cheveux d'argent, désormais accusé du meurtre brutal de 2 fillettes, près de 30 ans auparavant. Mais ce n'était que le début d'une saga judiciaire frustrante, pleine de vides juridiques, et dont la fin laisserait beaucoup de questions sans réponse. Lorsqu'Arthur Stanley Brown est arrêté en 1998, les médias s'enflamment. L'opinion publique est divisée. Certains ne peuvent croire qu'un vieil homme fragile ait pu commettre des crimes aussi atroces, d'autres sont scandalisés que la justice ait mis autant de temps à réagir. Le premier procès commence en 2000. L'accusation présente des identifications de témoins, des preuves circonstancielles et des allégations d'abus passés. Mais Brown, désormais âgé de 88 ans, est en mauvaise santé et souffre de troubles mentaux. Sa défense affirme qu'il n'est plus apte à être jugé, une exigence légale en Australie. Parfois, la justice ne faillit pas par manque de preuves, mais à cause des limites du système. Quand les souvenirs s'estompent, les témoins meurent, et les suspects vieillissent, le système doit choisir entre l'éthique et la loi. Le jury ne parvient pas à se prononcer, ce qui mène à un jury divisé. Un second procès est prévu. Cependant, en 2001, les psychiatres déclarent que Brown est inapte à comparaître. Diagnostiqué d'une démence sévère, il n'est plus capable de comprendre les charges ni de participer utilement au procès. Les poursuites sont suspendues indéfiniment. Ainsi, l'homme soupçonné d'avoir tué 2 petites filles ne sera jamais condamné. Brown meurt dans une maison de retraite en 2002, emportant ses secrets avec lui. Une question obsédante demeure: s'il était coupable, combien d'autres victimes aurait-il pu faire? Et s'il était innocent, avons-nous détruit la vie d'un vieillard sur la base de soupçons et sans preuve? Bien qu'il n'ait jamais été officiellement condamné, beaucoup pensent que Brown était le tueur. Un sondage public montrait que plus de 80% des Australiens croyaient en sa culpabilité. Mais la croyance seule ne peut jamais remplacer un verdict légal. Bien qu'Arthur Stanley Brown n'ait jamais été condamné, aux yeux de nombreux Australiens, il est devenu le symbole du mal le plus glaçant, un prédateur caché derrière un visage amical. Un homme à l'apparence ordinaire, respecté dans sa communauté, soupçonné d'avoir tué 2 fillettes, et peut-être été un abuseur de longue date opérant en silence.
Ce qui trouble le plus les gens, ce n'est pas seulement le crime, mais le délai, le silence, et la manière dont il a survécu au système judiciaire. La famille de Judith et Susan Mackay n'a jamais obtenu de véritable clôture. Pas de confession. Pas de condamnation. Pas d'excuse officielle. Elle est restée avec une forme de deuil que le système judiciaire a refusé de reconnaître pleinement. L'affaire Brown a révélé plusieurs failles. Des délais extrêmes qui ont affaibli les preuves et permis aux suspects d'éviter un procès en raison de leur âge avancé. L'absence de ligne directrice claire pour juger des personnes âgées accusées de crimes graves. Un manque de système adéquat pour suivre et traiter les allégations d'abus sur enfants au fil du temps. Un système judiciaire qui se veut compatissant peut-il involontairement protéger les coupables et trahir les innocents? L'affaire a provoqué une prise de conscience nationale concernant la sécurité des enfants. Les écoles, les églises et les institutions publiques ont revu leur politique de protection. Les campagnes contre les abus sur mineurs se sont intensifiées après 2i, et les citoyens sont devenus plus prudents, voire méfiants, envers les visages familiers. Personne ne le disait à voix haute, mais une prise de conscience silencieuse s'est installée. Le monstre ne se cache pas toujours dans l'ombre, parfois, il est juste à côté de vous, en train de sourire. L'affaire Arthur Stanley Brown dépasse la simple tragédie familiale. Elle révèle comment la confiance peut être manipulée, et comment la justice, lorsqu'elle est trop lente, peut perdre tout son sens. Elle nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur nos systèmes juridiques et nos structures sociales. La société pensait autrefois que les personnes âgées étaient inoffensives, que les visages familiers étaient sûrs. Mais cette affaire a montré que le mal peut arborer un sourire chaleureux et occuper des postes respectés. De nombreuses affaires d'abus sur enfants n'émergent que lorsqu'il est déjà trop tard. Cela exige non seulement la vigilance des parents, mais aussi une conscience collective pour repenser ce que signifie vraiment la sécurité pour les enfants. L'affaire est un signal d'alarme pour le système judiciaire. La justice a une date d'expiration. Quand les dossiers traînent pendant des décennies, les suspects peuvent ne jamais être jugés, et les victimes sont privées de leur voix. Cela met en lumière le besoin urgent de réforme, des lois qui prennent en compte les accusés âgés, les plaintes d'abus historiques, et les témoignages longtemps différés. La vraie question éthique est la suivante: sommes-nous restés silencieux trop longtemps? Notre respect pour les personnes âgées, les figures d'autorité et les apparences sociales nous a-t-il aveuglés face aux signaux d'alerte? Une société morale ne se contente pas d'exprimer des regrets après la tragédie, elle a le courage de parler, de remettre en question les normes, et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Il ne s'agissait pas seulement d'une vieille affaire, mais bien de la société que nous souhaitons construire, une société qui apprend du silence, de l'échec, et de la douleur. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, merci de liker, de vous abonner, et de partager, car ces conversations comptent. Parce que les enfants méritent un monde où le danger est reconnu, même lorsqu'il est enveloppé de confiance. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous pouvons protéger l'avenir en commençant par la conscience, dès aujourd'hui.